Le jour où mon fils de 52 ans a amené ce faux médecin chez moi pour me faire signer des papiers de tutelle, il pensait que j'étais devenu sourd et sénile. Il ne savait pas que j'enregistrais chacun de ses mensonges depuis 3 mois. Quand j'ai posé mon téléphone sur la table du dîner et appuyé sur lecture, son visage s'est décomposé en entendant sa propre voix dire « Le vieux ne comprend plus rien, dans 2 semaines j'aurai vidé ses comptes ». Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette histoire. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle André Villard, j'ai 81 ans et toute ma vie j'ai été commissaire de police dans le 16e arrondissement de Paris. 43 années de service, dont 25 à traquer les escrocs en col blanc. Je pensais avoir tout vu. Les détournements, les abus de confiance, les manipulateurs de tout poil. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, ce serait mon propre fils qui tenterait de me voler ma dignité et ma fortune. Mon appartement du 16e, je l'ai acheté en 1978 avec ma défunte épouse Marguerite. 180 mètres carrés, vue sur les jardins du Trocadéro. Aujourd'hui, il vaut dans les 2,5 millions d'euros. Mes économies, 400 000 euros placés, plus ma retraite de commissaire qui me permet de vivre confortablement. Pas de quoi faire de moi un millionnaire, mais suffisamment pour attiser les convoitises. Sébastien, mon fils unique, a toujours été, charmant mais irresponsable. Depuis ses 30 ans, il navigue d'une combine à l'autre. Import-export d'objets d'art, conseil en investissement, start-up de crypto-monnaie. Toujours de grands projets, toujours des promesses de millions à gagner. Sa femme l'a quitté il y a 5 ans, emmenant ma petite fille Clara. Depuis, il vit seul dans un studio de Neuilly qu'il peine à payer. Tout a commencé en septembre dernier. Sébastien s'est mis à venir me voir 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, toujours vers 14 h. Au début, j'étais heureux. Mon fils qui se soucie enfin de son vieux père. Il m'apportait des croissants de chez Poilane, s'inquiétait de ma santé, proposait de m'accompagner chez le médecin. Mais très vite, j'ai senti que quelque chose clochait. Sébastien avait cette façon particulière de parler, lentement, en articulant comme si j'étais devenu idiot. Il répétait les informations 3 fois, vérifiait que j'avais bien compris. Et surtout, il avait toujours une histoire urgente à me raconter. La première fois, c'était l'histoire des impôts. Sébastien est arrivé avec un air grave et m'a expliqué que j'avais reçu un avis de redressement fiscal pour 80 000 euros. Selon lui, il y avait eu une erreur dans ma déclaration de l'année précédente. Il fallait régulariser immédiatement, sinon ils allaient me saisir l'appartement. J'ai demandé à voir le courrier. Sébastien a fouillé dans sa sacoche et m'a tendu une lettre qui ressemblait effectivement à un document officiel. En tête du ministère des Finances, tampon, signature, tout y était. Sauf que moi, j'ai l'œil. 43 ans dans la police, ça vous forme à repérer les faux papiers. Le code postal était erroné. L'adresse du centre des impôts n'existait pas. Et le numéro de dossier? Une suite de chiffres fantaisistes. J'ai joué le jeu, j'ai pris l'air inquiet et j'ai demandé ce qu'il fallait faire. Sébastien m'a proposé de s'occuper de tout, moyennant un virement de 85 000 euros sur son compte pour payer les pénalités et les frais d'avocat. Ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que mon fils me prenait vraiment pour un vieux gâteux. La semaine suivante, c'était l'histoire de la copropriété. Sébastien m'a expliqué que l'immeuble avait voté des travaux exceptionnels. Réfection de la façade, changement de l'ascenseur, mise aux normes électriques. Total, 45 000 euros à ma charge. Il fallait payer dans les 15 jours, sinon l'Assemblée générale allait voter mon expulsion de la copropriété. Là encore, j'ai demandé les documents. Sébastien m'a montré un procès-verbal d'Assemblée générale parfaitement imité, avec les signatures de tous les copropriétaires. Sauf que moi, je connais mes voisins depuis 45 ans. Madame Dubois du 3e étage est morte l'année dernière, et pourtant sa signature figurait sur le document. Monsieur Chen du 5e a déménagé en Chine depuis 3 ans, mais il avait voté pour, selon le procès-verbal. J'ai continué à jouer la comédie. J'ai pris l'air affolé, j'ai gémi sur cette injustice, et j'ai demandé à Sébastien de m'aider.
Encore une fois, il s'est proposé de tout régler moyennant un virement bancaire. C'est là que j'ai pris ma décision. Si mon fils me mentait avec autant de culot, c'est qu'il était désespéré. Et un homme désespéré peut devenir dangereux, même pour son propre père. J'ai ressenti une immense tristesse, vous savez. Pas de la colère, pas encore. Juste cette tristesse profonde du parent qui découvre que son enfant est devenu un étranger. Sébastien me regardait avec des yeux que je ne reconnaissais plus. Il y avait quelque chose de froid, de calculateur. Il évaluait ma réaction, guettait mes faiblesses. Le mardi suivant, quand il est revenu avec ses croissants et son sourire factice, j'avais préparé ma stratégie. Vous n'effacez pas 43 années d'enquête criminelle d'un coup de baguette magique. Mon corps peut être vieux, mes jambes peuvent trembler, mais mon cerveau de flic est intact. J'ai commencé par faire semblant d'avoir des trous de mémoire. Tu m'avais dit quoi, déjà, pour cette histoire d'impôt? Je répétais ses explications en bafouillant, je mélangeais les chiffres, je posais les mêmes questions 3 fois. Sébastien était ravi. Il pensait que je perdais vraiment la boule. En réalité, j'étais en train de monter un dossier. Chaque visite, chaque mensonge, chaque manipulation était soigneusement documenté dans un carnet que je cachais dans mon bureau. J'avais aussi ressorti de vieux réflexes, vérification des informations, recoupement, recherche de preuves, l'histoire des impôts. Un simple coup de fil au centre des finances publiques a confirmé que mon dossier fiscal était parfaitement à jour. L'histoire de la copropriété. Notre syndic m'a assuré qu'aucun travail exceptionnel n'était prévu avant l'année prochaine. Mais Sébastien ne s'arrêtait pas là. Chaque semaine apportait son lot de nouveaux problèmes urgents. L'assurance habitation qui ne couvrait plus rien, la banque qui allait fermer mon compte, le notaire qui avait découvert un vice dans l'acte de propriété de l'appartement. Toujours la même méthode. Documents falsifiés, urgence absolue, solution miracle moyennant un virement bancaire, et toujours cette façon de me parler comme à un enfant de 5 ans. Papa, tu comprends ce que je te dis? C'est très important. Il faut que tu signes ce papier aujourd'hui, sinon tu vas tout perdre. Un jour, il m'a même apporté une loupe pour m'aider à lire les petits caractères. Comme si mes problèmes de vue l'inquiétaient vraiment. En réalité, il espérait que je signerais des documents sans pouvoir en déchiffrer le contenu. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir à quel point il avait planifié son escroquerie. Il connaissait mes habitudes, mes horaires, mes peurs de vieillard. Il savait que je m'inquiétais pour mon avenir, que la solitude me pesait parfois. Il exploitait chacune de mes faiblesses avec un cynisme qui me glaçait le sang. Et puis il y avait Clara, ma petite fille, 19 ans, étudiante en musique au conservatoire, la seule qui continuait à me rendre visite par pure affection, sans rien demander en échange. Quand elle venait le dimanche, elle me parlait de ses cours, de ses projets, de ses petits amis. Elle m'appelait Papy André et me faisait rire avec ses histoires. Un dimanche, Clara m'a confié quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. « Papy, papa m'a dit que tu avais des problèmes d'argent. Il m'a demandé si tu m'avais parlé de vendre l'appartement. J'ai fait semblant de ne pas comprendre, mais intérieurement j'étais furieux. Sébastien sondait le terrain à travers sa fille. Il voulait savoir si j'avais des projets de donation, si j'avais parlé d'héritage. Clara, innocente, lui servait d'espionne involontaire. Il m'a aussi dit que tu oubliais beaucoup de choses en ce moment. C'est vrai, papy? Cette question m'a brisé le cœur. Ma propre petite fille commençait à douter de mes facultés mentales à cause des mensonges de son père. Sébastien était en train d'empoisonner notre relation, de semer des graines de méfiance dans l'esprit de Clara. C'est là que j'ai compris que mon fils ne s'arrêterait pas aux arnaques financières. Il était en train de construire un récit autour de ma supposée sénilité. Il préparait quelque chose de plus grave, de plus définitif. Le déclic final est arrivé début décembre. Sébastien était venu avec une nouvelle urgence, des problèmes avec ma mutuelle santé. Selon lui, mes remboursements allaient être suspendus si je ne souscrivais pas immédiatement à une complémentaire santé plus chère. Évidemment, il avait trouvé la meilleure offre du marché chez un assureur que lui seul connaissait. Pendant qu'il me montrait les documents, son téléphone a sonné.
Il a décroché et s'est dirigé vers la cuisine en me faisant signe qu'il en avait pour 2 minutes. J'ai tendu l'oreille et j'ai entendu des bribes de conversation. Non, il ne se doute de rien. Oui, il signe tout ce que je lui mets sous le nez. La semaine prochaine, je lui amène le médecin. Une fois qu'on aura le certificat de vulnérabilité, tout sera plus simple. Mon sang s'est glacé. Un certificat de vulnérabilité? Mais c'est le document qui permet d'obtenir une mise sous tutelle. Sébastien était en train de préparer une procédure pour me faire déclarer inapte juridiquement. J'ai compris que je n'avais plus le droit à l'erreur. Mon fils ne se contentait plus de vouloir voler mon argent. Il voulait me voler ma liberté, ma dignité, mon autonomie. Il voulait me faire interner dans une maison de retraite pour pouvoir gérer ma fortune à ma place. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi. Je repensais à tous ces mois de mensonges, à cette mascarade quotidienne. Comment mon propre enfant avait-il pu en arriver là? Où était passé le petit garçon qui venait se réfugier dans mes bras après un cauchemar? Mais je n'avais pas le temps pour les regrets. Si Sébastien comptait amener un médecin complice, il fallait que je me prépare. Et là, mes vieux réflexes de flic ont repris le dessus. Le lendemain matin, je suis allé acheter du matériel dans un magasin d'électronique de République. Stylos enregistreur, micro-caméra dissimulable, dictaphone numérique. Le vendeur, un jeune homme de l'âge de Clara, m'a regardé avec étonnement quand j'ai déballé ma liste de courses. C'est pour surveiller mon aide ménagère, j'ai menti. Je soupçonne qu'elle me vole des bijoux. Il a hoché la tête avec compréhension et m'a conseillé le meilleur matériel. En 2 heures, j'avais dépensé 800 € dans un arsenal digne d'un détective privé. De retour chez moi, j'ai transformé mon ancien bureau en centre de surveillance. J'ai dissimulé une micro-caméra dans le cadre d'une photo de famille posée sur la cheminée du salon. Elle filmait parfaitement l'endroit où Sébastien s'asseyait toujours. J'ai placé un dictaphone sous la table basse, camouflé par une pile de magazines. Et j'ai gardé un stylo enregistreur dans la poche de ma chemise lors de chaque visite. Mes jambes tremblaient, peut-être, mais mes mains restaient sûres pour installer ce matériel. 43 années de police technique, ça ne s'oublie pas. Le mardi suivant, quand Sébastien est arrivé avec ses croissants habituels, j'étais prêt. J'ai activé discrètement tous mes appareils et j'ai joué la comédie habituelle. Le vieux père un peu perdu, reconnaissant que son fils se soucie de lui. Cette fois, Sébastien m'a parlé d'un problème avec ma carte bancaire. Selon lui, elle avait été piratée et des achats frauduleux apparaissaient sur mon compte. Il fallait la faire opposition immédiatement et transférer mon argent sur un compte sécurisé temporaire. Le sien, évidemment. J'ai joué le jeu, j'ai pris l'air affolé. Mes économies, toute une vie de travail. Sébastien m'a rassuré avec cette patience condescendante qui me révoltait. Il a même sorti son ordinateur portable pour me montrer les prétendus achats suspects. Mais là où il s'est trahi, c'est quand son téléphone a encore sonné. Cette fois, il n'est pas sorti de la pièce. Il pensait que j'avais éteint mon appareil auditif comme d'habitude et que je ne pouvais pas suivre sa conversation. « Ouais, je suis chez le vieux. »« Non, ça se passe bien, il gobe tout. »« Le médecin ?»« Vendredi après-midi comme prévu. »« Docteur Moreau, celui que tu m'as trouvé ?» ?»« Oui, il a déjà signé plusieurs certificats de vulnérabilité contre 500 €. Une fois qu'on aura le papier, on pourra vendre l'appartement et placer le bonhomme dans le premier EHPAD venu. 2,5 millions, ça vaut le coup de jouer la comédie encore une semaine. Cette conversation a duré 5 minutes. 5 minutes pendant lesquelles Sébastien a détaillé son plan avec un cynisme qui m'a coupé le souffle. Il parlait de moi comme d'un obstacle à éliminer, d'un vieux déchet dont il fallait se débarrasser le plus vite possible. Quand il a raccroché, il s'est retourné vers moi avec son sourire habituel. « Excusez-moi, papa. Alors, pour cette histoire de carte bancaire, qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai continué à jouer mon rôle, mais intérieurement, j'étais en ébullition. Mon propre fils, l'enfant que j'avais élevé, éduqué, aimé, il était en train d'organiser mon internement comme on planifie des vacances. Cette nuit-là, j'ai réécouté l'enregistrement une dizaine de fois. Chaque mot était une gifle. Le vieux, le bonhomme, le premier EHPAD venu.
Pour Sébastien, je n'étais plus un père. J'étais un problème financier à résoudre. J'ai passé le mercredi et le jeudi à préparer ma contre-attaque. J'ai appelé mon notaire, Maître Rousseau, qui gère mes affaires depuis 15 ans. Je lui ai expliqué la situation sans entrer dans les détails. Il m'a confirmé qu'aucune procédure de tutelle n'était engagée contre moi et m'a donné les coordonnées d'un avocat spécialisé dans les abus de faiblesse. J'ai aussi contacté le commissariat du 16e. Mon ancien adjoint, devenu commissaire à son tour, m'a reçu avec plaisir. Quand je lui ai expliqué ce qui m'arrivait, son visage s'est assombri. « André, c'est très grave ce que vous me décrivez. L'abus de faiblesse sur personnes vulnérables, c'est jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Il m'a conseillé de porter plainte immédiatement, mais j'ai préféré attendre. Je voulais d'abord voir jusqu'où Sébastien était prêt à aller. Le vendredi après-midi, à 14 heures précises, on a sonné à ma porte. Sébastien était accompagné d'un homme d'une 50aine d'années, bedonnant, au regard fuyant. Il s'est présenté comme le docteur Moreau, spécialiste en gériatrie. J'avais activé tous mes enregistreurs. Le faux médecin était filmé, enregistré sous tous les angles. Sébastien m'a expliqué qu'il avait pris rendez-vous pour un petit bilan de santé, histoire de vérifier que tout allait bien. Le docteur Moreau a sorti un stéthoscope et m'a fait semblant de m'ausculter pendant 2 minutes. Puis, il s'est assis à ma table de salon et a commencé son interrogatoire. « Monsieur Villard, quel jour sommes-nous ? » « Vendredi. » « Et quelle date exactement ?» J'ai fait semblant d'hésiter. « Le 15 ? Non, le 16, je ne sais plus très bien. » Le médecin a noté quelque chose sur son carnet. Sébastien avait un sourire satisfait. « Qui est le président de la République ? » Emmanuel Macron. Et avant lui ? Hollande ? Ou Sarkozy ? Je confonds toujours. Nouveau gribouillis sur le carnet. L'examen a continué pendant une demi-heure. Le docteur Moreau me posait des questions de plus en plus orientées, cherchant à me faire dire que j'avais des troubles de mémoire, des difficultés à gérer mon argent, des angoisses concernant mon avenir. J'ai joué le jeu parfaitement. Le vieillard un peu perdu, fragile, influençable. Exactement ce qu'il voulait entendre. À la fin de l'examen, le faux médecin s'est tourné vers Sébastien. « Votre père présente effectivement des signes de fragilité cognitive. Rien d'alarmant pour l'instant, mais il serait prudent d'envisager une aide pour la gestion de ses affaires courantes. » Sébastien a pris l'air désolé. « Docteur, cela veut dire qu'il faut, vous savez, une tutelle ? Dans l'intérêt de votre père, je pense que oui. Je vais rédiger un certificat médical en ce sens. » Et là, j'ai assisté à quelque chose d'hallucinant. Le docteur Moreau a sorti de sa mallette un certificat médical déjà pré-rempli. Il a juste ajouté la date et sa signature. Sébastien lui a glissé discrètement une enveloppe, sans doute les 500 € mentionnés au téléphone. Une fois le faux médecin parti, Sébastien s'est assis face à moi. Il avait l'air presque ému. « Papa, je sais que c'est difficile à accepter, mais ce médecin a raison. Tu as besoin d'aide. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Tu n'auras plus à te soucier de tes factures, de tes impôts, de tes placements. » Il mentait avec un naturel déconcertant. Pas une once de culpabilité dans sa voix. Au contraire, il avait l'air sincèrement convaincu de me rendre service. Il va falloir signer quelques papiers la semaine prochaine. Rien de compliqué. Et puis, j'ai trouvé une très belle maison de retraite à Meaux. Tu y seras très bien, avec des gens de ton âge. Meaux, à 50 km de Paris. Il voulait m'exiler au bout du monde pour pouvoir vider tranquillement mon appartement. J'ai hoché la tête avec l'air résigné. « Si tu penses que c'est mieux, mon fils ?» Sébastien m'a serré dans ses bras. Un câlin de Judas qui m'a donné la nausée. « Tu verras, papa, tu vas être tellement mieux là-bas. Et moi, je viendrai te voir tous les week-ends. » Mensonge. Une fois l'appartement vendu et l'argent empoché, je ne le reverrai plus jamais. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision définitive. Mon fils était allé trop loin. Il ne s'agissait plus seulement d'arnaque financière, mais d'une tentative d'enlèvement déguisée. Il voulait m'enfermer de force dans une institution pour personnes âgées, contre ma volonté et sur la base d'un faux certificat médical. Légalement, c'était de la séquestration. Moralement, c'était de la maltraitance sur personnes âgées. Et émotionnellement, c'était un parricide symbolique. Mais Sébastien avait commis une erreur.
Il avait sous-estimé son vieux père. Il avait cru qu'à 81 ans, j'étais devenu un agneau inoffensif qu'on pouvait tondre sans résistance. Il allait découvrir que le commissaire André Villard était toujours là, sous les rides et les cheveux blancs. Et qu'après 43 années à traquer les escrocs, j'avais appris quelques trucs pour leur rendre la monnaie de leurs pièces. Le week-end, j'ai préparé mon dossier. 3 mois d'enregistrement, de documents falsifiés, de preuves accablantes. J'avais même réussi à filmer la remise de l'enveloppe au faux médecin. De quoi envoyer Sébastien en prison pour plusieurs années. Mais avant d'aller voir la police, je voulais lui donner une dernière chance. Une confrontation en face à face. Pas par bonté d'âme, mais parce que je voulais voir sa réaction quand il comprendrait qu'il avait été démasqué. J'ai organisé un dîner pour le mardi suivant, pour fêter nos nouvelles dispositions, comme je lui ai dit au téléphone. Sébastien était ravi. Il pensait que j'avais accepté mon sort et que la signature des papiers de tutelle n'était plus qu'une formalité. Il ne se doutait pas que ce dîner allait être le dernier repas de sa vie d'homme libre. Encore 3 jours à attendre, 3 jours à jouer la comédie du père soumis et reconnaissant. 3 jours à entendre Sébastien me parler de mon bien, en planifiant déjà la vente de mes biens. Mais je tenais le coup, parce que je savais qu'au bout de ces 3 jours, justice serait rendue, et que le commissaire André Villard allait reprendre du service pour une dernière enquête. La plus importante de sa carrière. Le mardi est arrivé. J'avais préparé ce dîner comme une opération militaire. Menu simple, pot-au-feu de ma défunte épouse Marguerite, vin de Bourgogne, tarte aux pommes. Rien d'extraordinaire, juste un repas de famille normal. Sauf que ce soir-là, j'allais servir à mon fils le plat qu'il méritait, la vérité crue, sans assaisonnement. À 19h30, Sébastien a sonné. Il portait un costume bleu marine que je ne lui connaissais pas, sans doute acheté avec l'argent qu'il comptait me voler. Il avait même apporté une bouteille de champagne Moët & Chandon. Pour célébrer, papa. Tu vas voir, tout va bien se passer. J'ai rendez-vous jeudi avec le juge des tutelles. Dans 1 semaine, tu n'auras plus aucun souci. Il rayonnait littéralement. Mon fils était en train de fêter à l'avance ma mise sous tutelle comme si c'était son anniversaire. Nous nous sommes installés à table. J'avais placé mon téléphone à côté de mon assiette, écran en face cachée. Sébastien n'y a pas prêté attention. Pour lui, c'était juste le portable d'un vieux qui ne savait même pas s'en servir. Le repas a commencé normalement. Sébastien me parlait de ses projets, de la belle maison de retraite qu'il avait visitée, du notaire qui allait s'occuper de la vente de l'appartement. Il détaillait mon avenir carcéral avec un enthousiasme dégoûtant. Tu vas voir, papa, la résidence Les Jardins de Meaux est magnifique. Parc arboré, personnel qualifié, animation quotidienne. Et puis, tu ne seras plus seul. Il y a plein de gens sympas de ton âge. Je hochais la tête en mastiquant ma viande. Et Clara, elle pourra venir me voir? Bien sûr. Le dimanche après-midi, il y a des créneaux de visite. 1 heure par semaine, c'est parfait pour ne pas te fatiguer. 1 heure par semaine avec ma petite fille, lui qui organisait ma vie comme celle d'un prisonnier. Et mes affaires, mes livres, mes souvenirs. Ne t'inquiète pas pour ça, je garderai ce qui a de la valeur. Le reste, il a fait un geste vague. On fera du tri. À notre âge, on a moins besoin de tant de choses. À notre âge. Il avait 52 ans et parlait comme s'il était centenaire. J'ai continué à jouer le vieillard résigné pendant 20 minutes. Sébastien s'enfonçait de plus en plus dans ses explications, détaillant son plan avec une précision chirurgicale. Il me expliquait comment il allait vendre mes meubles, liquider mes comptes, investir intelligemment mon héritage. Papa, tu comprends. Avec l'inflation actuelle, laisser 400 000 € sur un livret A, c'est du gâchis. Moi, j'ai des contacts dans l'immobilier. Je peux faire doubler cette somme en 2 ans. Doubler. Mon fils me promettait de faire fructifier mon argent pendant qu'il comptait le dépenser dans les casinos et les paris en ligne. Car oui, entre-temps, j'avais mené ma petite enquête. Le samedi précédent, j'avais appelé Clara sous prétexte de prendre de ses nouvelles. Discrètement, je l'avais questionnée sur la situation financière de son père. Ce qu'elle m'a appris m'a glacé le sang.
Sébastien devait 180 000 € à des créanciers peu recommandables. Dettes de jeu, principalement. Il avait hypothéqué son studio, vendu sa voiture, emprunté auprès de tous ses amis. Il était au bord du gouffre financier et j'étais sa bouée de sauvetage. Grand-père, papa m'a demandé si tu avais une assurance vie. Il dit que c'est pour organiser tes obsèques à l'avance, mais ça m'a paru bizarre. Mon assurance vie, 300 000 € de plus qu'il comptait empocher à ma mort. Sébastien ne se contentait pas de planifier mon internement. Il attendait aussi avec impatience mon décès. Pendant qu'il continuait son monologue sur mon bien-être futur, je repensais à toutes ces découvertes. Mon enquête des derniers jours avait révélé l'ampleur de sa cupidité. J'avais appelé des anciens collègues encore en activité, utilisé mes contacts dans la police pour creuser la situation de mon fils. Sébastien était inscrit depuis 2 ans sur plusieurs sites de paris en ligne. Il avait perdu des sommes astronomiques en pariant sur les matchs de foot, les courses de chevaux, même les émissions de télé-réalité. Une addiction complète qui l'avait mené à la ruine. Il avait aussi tenté de souscrire des crédits en utilisant mon nom. Heureusement, les banques avaient vérifié et refusé, mais ça montrait jusqu'où il était prêt à aller. Il n'hésitait pas à commettre des faux en écriture pour satisfaire sa dépendance. Le plus révoltant, c'est qu'il avait déjà vendu des objets m'appartenant. La montre en or de mon père, qui valait 8 000 €, avait disparu de ma commode. Quand je lui en avais parlé, Sébastien m'avait dit qu'elle était au nettoyage. En réalité, il l'avait vendue à un receleur de République. J'avais aussi découvert qu'il fouillait dans mes papiers pendant mes absences. Mon ancienne femme de ménage, Madame Ferreira, m'avait appelé la semaine précédente pour me dire qu'elle l'avait surpris en train de photographier mes documents bancaires avec son téléphone. Monsieur André, votre fils m'a dit qu'il cherchait votre carnet de santé pour prendre rendez-vous chez le médecin. Mais moi, je l'ai vu photographier vos relevés de compte. Madame Ferreira, une Portugaise de 60 ans qui travaillait chez moi depuis 10 ans, avait tout de suite flairé l'embrouille. Les femmes de ménage, ça a l'œil pour les magouilles domestiques. Toutes ces révélations défilaient dans ma tête pendant que Sébastien poursuivait sa mise en scène du fils attentionné. « Papa, j'ai aussi pensé qu'il faudrait fermer ton compte joint avec Clara. Une gamine de 19 ans, ça ne sait pas gérer l'argent. Je vais récupérer sa carte bancaire. » Le compte joint avec Clara. J'avais ouvert ce compte pour lui permettre de payer ses frais d'études et ses dépenses courantes. Il contenait 15 000 €. Sébastien voulait aussi voler l'argent de sa propre fille. Et puis, il y a cette histoire d'assurance vie qu'il faut réviser. Avec ta nouvelle situation, il vaut mieux que je sois le bénéficiaire unique. Clara héritera bien assez tôt. Clara héritera bien assez tôt. Il parlait de ma mort avec un détachement qui me donnait envie de vomir. À ce moment-là, j'ai décidé que j'en avais assez entendu. J'ai reposé ma fourchette, j'ai bu une gorgée de vin pour me donner du courage et j'ai saisi mon téléphone. « Sébastien, avant de signer tous ces papiers, j'aimerais te faire écouter quelque chose. » Il a levé les yeux, légèrement surpris par mon ton. Pour la première fois depuis le début du repas, il a dû remarquer que je ne parlais plus comme un vieillard sénile. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» J'ai appuyé sur lecture et j'ai posé le téléphone au centre de la table. La voix de Sébastien a empli la salle à manger. « Ouais, je suis chez le vieux. Non, ça se passe bien, il gobe tout. Le médecin, vendredi après-midi comme prévu. Docteur Moreau, celui que tu m'as trouvé. Oui. Il a déjà signé plusieurs certificats de vulnérabilité contre 500 €. Le visage de Sébastien est passé du rose au blanc cassé en 3 secondes. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte sans qu'aucun son n'en sorte. L'enregistrement continuait. Une fois qu'on aura le papier, on pourra vendre l'appartement et placer le bonhomme dans le premier EHPAD venu. 2,5 millions, ça vaut le coup de jouer la comédie encore une semaine. Sébastien a tendu la main vers le téléphone pour l'arrêter, mais je l'ai repoussé fermement. Mes 81 ans n'ont pas empêché mon réflexe de flic de fonctionner. Non, Sébastien, écoute jusqu'au bout. C'est ta voix, ce sont tes mots. L'enregistrement s'est terminé sur cette phrase glaçante. Le vieux ne comprend plus rien.
Dans 2 semaines, j'aurais vidé ses comptes. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sébastien me regardait comme s'il voyait un fantôme. Son cerveau semblait incapable de traiter l'information. « Papa, je peux t'expliquer. » « M'expliquer quoi? Que tu me prends pour un débile mental depuis 3 mois? Que tu as soudoyé un faux médecin pour me faire déclarer inapte? Que tu comptes me voler 2,5 millions d'euros avant de m'enfermer dans un mouroir? » Ma voix était redevenue celle du commissaire Villard. Ferme, précise, implacable. Fini le vieil homme tremblotant, place aux flics qui avaient interrogé des centaines de criminels. Sébastien a essayé de reprendre contenance. « Papa, tu ne comprends pas. J'essaie de te protéger, à ton âge. » « À mon âge, j'ai 81 ans, Sébastien, pas 181. Mon cerveau fonctionne parfaitement, merci. La preuve, j'ai déjoué ton petit plan de A à Z. » J'ai sorti de ma poche un autre enregistreur. « Tu veux entendre la conversation avec le docteur Moreau, celle où tu lui glisses 500 € en échange d'un faux certificat médical ?» Sébastien s'est effondré sur sa chaise. Son costume bleu marine était froissé, son champagne était devenu plat, son sourire avait disparu. « Papa, s'il te plaît, j'ai des problèmes d'argent. Des gens très dangereux me cherchent. » Ah, enfin la vérité. Monsieur avouait ses dettes de jeu. « Combien tu dois, Sébastien ? » 180 000 €. Mais si tu m'aides, je peux tout rembourser et reprendre une vie normale. En me volant, en me faisant interner, en traumatisant ta propre fille. Clara ne comprend pas. Elle est trop jeune. Trop jeune, pourquoi? Pour voir que son père est devenu un escroc, un joueur compulsif, un menteur pathologique? Chaque mot portait. Sébastien encaissait mes phrases comme des gifles. Pour la première fois depuis des mois, il voyait son père tel qu'il était vraiment. Pas un vieil imbécile à plumer, mais un homme intelligent et déterminé. Tu sais ce que j'ai découvert d'autre, Sébastien? Que tu as vendu la montre de ton grand-père. Celle qu'il a reçue en 1943 pour ses 40 ans de service dans la police. Tu l'as bradée 6 000 € à un receleur de République. Sébastien a baissé les yeux. Il ne pouvait plus nier. Et mes relevés bancaires que tu photographiais en douce, et ce crédit que tu as essayé de souscrire en utilisant ma signature, et cette fausse facture d'impôt que tu as fabriquée pour me soutirer 85 000 €. J'avais tout. Chaque escroquerie, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation. Mon dossier était bétonné. Papa, je sais que j'ai mal agi, mais... Mais quoi? Tu pensais que j'étais assez sénile pour ne jamais m'en apercevoir? Tu croyais pouvoir abuser de moi jusqu'à ma mort? Sébastien s'est mis à pleurer. Des larmes de crocodile, évidemment. Le manipulateur pris au piège qui essaie d'attendrir sa victime. J'ai honte, papa. Je ne sais plus où j'en suis. Cette addiction m'a rendu fou. Ton addiction ne t'excuse pas. Des millions de gens ont des problèmes d'argent sans pour autant escroquer leurs parents. J'ai sorti une chemise cartonnée de sous la table. Mon dossier complet. Enregistrement, photos, documents falsifiés, témoignages. 3 mois d'enquête minutieuse. Voilà ce que j'ai réuni, Sébastien. De quoi t'envoyer en prison pour 5 ans minimum. Tentative d'abus de faiblesse, faux et usage de faux. Tentative d'escroquerie en bande organisée. En bande organisée, j'avais aussi identifié ses complices. Le docteur Moreau, évidemment. Mais aussi ce mystérieux interlocuteur au téléphone qui s'appelait en réalité Franck Dubois, un ancien courtier radié qui organisait des arnaques aux personnes âgées. Mon réseau d'anciens collègues avait fait du bon travail. Dubois était déjà recherché pour plusieurs escroqueries similaires. Il recrutait des complices désespérés comme Sébastien et leur fournissait faux médecins, faux documents, fausse logistique. Ton copain Franck Dubois est dans le collimateur de la brigade financière depuis 6 mois. Ils vont être ravis d'apprendre que tu peux témoigner contre lui. Sébastien a relevé la tête brusquement. Tu connais Franck. Je connais tout, mon fils. Ses 3 divorces, ses dettes au fisc, son casier judiciaire et surtout sa petite entreprise d'exploitation de seniors. Vous n'êtes pas ses premières victimes. C'était vrai. Dubois avait déjà fait le coup à 5 autres familles, des vieillards isolés, spoliés par leurs propres enfants avec la même méthode. Faux médecins, faux certificats,
ventes immobilières frauduleuses. Papa, si tu dénonces Franck, il va s'en prendre à moi. Ces gens-là ne plaisantent pas. Et moi, je ne plaisante pas non plus. J'ai ouvert la chemise et étalé sur la table une vingtaine de photos. Sébastien en train de remettre l'enveloppe au docteur Moreau. Sébastien en train de photographier mes relevés bancaires. Sébastien en train de falsifier des documents sur son ordinateur portable. J'ai 81 ans, Sébastien, mais j'ai été flic pendant 43 ans. Tu croyais vraiment pouvoir me rouler dans la farine? Les photos étaient accablantes. Sur l'une d'elles, on voyait clairement Sébastien compter des billets avant de les glisser dans l'enveloppe destinée au médecin. Sur une autre, il était en train de modifier un document officiel avec Photoshop. « Comment tu as fait ça ?» a-t-il murmuré. Caméra de surveillance, micro-directionnelle, filature, les méthodes classiques. Tu n'as jamais pensé que ton vieux père puisse encore avoir des ressources? La vérité, c'est que j'avais pris un plaisir immense à mener cette enquête. Cela m'avait redonné un sens, une mission. Prouver que le commissaire André Villard n'était pas mort avec sa retraite. Maintenant, Sébastien, parlons de tes options. J'ai repris ma voix calme et posée. Le moment de la colère était passé, place à la négociation. Option numéro 1. Je dépose plainte demain matin. Tu es arrêté, jugé, condamné. Avec ton casier vierge, tu prendras probablement 3 ans ferme. Franck Dubois tombera avec toi et il ne te pardonnera jamais de l'avoir balancé. Sébastien frissonnait. Il imaginait sa cellule de prison, les menaces de Dubois, sa réputation détruite. Option numéro 2, tu disparais. Tu quittes la France dans les 48 heures et tu ne remets jamais les pieds en Europe. Je garde mes preuves au cas où tu aurais l'idée de revenir. Les yeux de Sébastien se sont agrandis. Disparaître? Mais mes affaires, mon travail. Quelles affaires? Quel travail? Tu es ruiné, Sébastien. Tu n'as plus rien à perdre. C'était cruel, mais c'était la réalité. Son studio était hypothéqué, ses comptes bancaires étaient vides, ses créanciers le harcelaient. Partir à l'étranger était peut-être sa seule chance de recommencer. Où je peux aller? Le Maroc, l'Amérique du Sud, l'Asie, des endroits où tes créanciers ne te retrouveront pas. J'avais réfléchi à cette solution pendant des jours. L'exil était une punition terrible, mais peut-être pas définitive. Si Sébastien arrivait à se reconstruire ailleurs, à soigner son addiction, il pourrait peut-être revenir un jour. Et Clara? Clara restera avec moi. Elle a 19 ans, elle peut choisir. Je ne pense pas qu'elle veuille suivre un père qui a tenté d'escroquer son grand-père. Cette phrase l'a achevé. Sébastien s'est mis à sangloter pour de bon cette fois. Il réalisait qu'il allait perdre sa fille, son pays, sa famille. « Papa, je suis désolé. Je ne voulais pas en arriver là. » « Tu ne voulais pas. Tu as passé 3 mois à organiser minutieusement mon internement. Tu as corrompu un médecin. Tu as falsifié des dizaines de documents. » Ma voix est remontée dans les aigus. La colère revenait malgré moi. Tu m'as traité de vieux débile au téléphone. Tu as dit que j'étais un bonhomme qu'on pouvait placer dans le premier EHPAD venu. Tu as fêté ma mise sous tutelle comme une victoire personnelle. Chaque reproche était un coup de poignard. Sébastien découvrait l'ampleur de ses trahisons vues du côté de la victime. Et le pire, c'est que tu as impliqué Clara dans tes mensonges. Tu lui as fait croire que j'avais des problèmes de mémoire. Tu as empoisonné sa relation avec moi. Clara, ma petite fille adorée, qui commençait à me regarder avec inquiétude, à me parler comme à un malade. Sébastien avait failli détruire le seul lien familial qui me restait. Elle ne sait rien de mes dettes de jeu. Si elle apprend ça, elle l'apprendra, Sébastien. Je ne vais pas mentir pour te protéger. Clara a le droit de savoir qui est vraiment son père. J'ai refermé la chemise avec autorité. Alors, option 1 ou option 2? Sébastien a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges, son costume froissé, ses cheveux en bataille. Il n'était plus l'homme d'affaires charismatique qui était entré chez moi 2 heures plus tôt. Si je pars, tu promets de ne pas porter plainte? Je promets, mais à 3 conditions. J'ai levé un doigt. Première condition, tu quittes la France avant jeudi. Si tu n'es pas parti avant ma visite chez le juge des tutelles, je dépose immédiatement mon dossier.
Deuxième doigt. Deuxième condition, tu rends tout ce que tu m'as volé. La montre de grand-père, tu me donnes l'adresse du receleur pour que je puisse la récupérer. Troisième doigt. Troisième condition, tu écris une lettre d'excuse à Clara. Tu lui expliques tes problèmes de jeu, tu assumes tes responsabilités et tu la libères de toute culpabilité. Sébastien a hoché la tête faiblement. Et après, je ne pourrai jamais revenir. Peut-être, dans 5 ans, 10 ans, si tu as vraiment changé, si tu t'es soigné, si tu as prouvé que tu pouvais être un homme honnête. Cette perspective d'espoir était importante. Je ne voulais pas condamner définitivement mon fils, juste le punir à la hauteur de ses fautes. Et mes dettes? Dubois va me retrouver. Dubois aura d'autres chats à fouetter. Grâce à mes informations, la police va le cueillir dans la semaine. C'était vrai. J'avais déjà transmis anonymement le dossier sur Dubois à mon ancien collègue. L'étau se resserrait sur le réseau d'escrocs. Sébastien est resté silencieux pendant 5 minutes. Il pesait ses options, calculait ses chances. Finalement, il a levé les yeux vers moi. J'accepte. Je pars. Parfait. Tu as jusqu'à mercredi soir. Et toi, comment tu vas vivre avec ça? Cette question m'a surpris. Pour la première fois depuis le début de notre confrontation, Sébastien semblait se préoccuper de quelqu'un d'autre que lui. Moi, je vais continuer à vivre dans mon appartement avec mes souvenirs et ma dignité intacte. Clara viendra me voir tous les dimanches, comme avant. Et je dormirai en paix en sachant que justice a été rendue. Sébastien s'est levé de table. Il avait vieilli de 10 ans en 2 heures. Papa, est-ce que tu pourras me pardonner un jour? Cette question m'a touché malgré moi. Sous l'escroc et le menteur, il y avait encore une part du petit garçon que j'avais élevé. Je ne sais pas, Sébastien. Le pardon, ça se mérite. Pour l'instant, tu n'as fait que subir les conséquences de tes actes. Il a ramassé son manteau, sa bouteille de champagne entamée. À la porte, il s'est retourné une dernière fois. Au revoir, papa. Au revoir, Sébastien. La porte s'est refermée. Mon fils venait de sortir de ma vie, peut-être pour toujours. Je suis resté assis à table pendant 1 heure, devant les restes de notre dernier repas en famille. Le pot-au-feu avait refroidi, le vin avait un goût amer, la tarte aux pommes était intacte. J'aurais pu me sentir triste, nostalgique, coupable. Mais non, je me sentais libéré. Enfin, je pouvais arrêter de jouer la comédie du vieillard sénile. Enfin, je pouvais retrouver ma dignité. Le lendemain matin, j'ai appelé Clara. « Ma chérie, il faut qu'on parle. Peux-tu venir ce soir ?» Il était temps de tout lui expliquer. Ma petite fille avait le droit de connaître la vérité sur son père. Mais ça, c'est une autre histoire. Une histoire qui finit bien, pour une fois. Le mercredi soir, Clara est arrivée chez moi avec son sourire habituel et un bouquet de jonquilles. Ma petite fille de 19 ans, cheveux châtains noués en chignon, portait ce pull rouge que je lui avais offert pour Noël. Elle ne se doutait pas qu'elle allait découvrir la véritable nature de son père. « Bonsoir, papy André. Papa m'a dit que vous aviez eu une grande conversation hier soir. Il avait l'air bizarre au téléphone. » Bizarre. Effectivement, un homme qui vient de perdre sa famille et son pays en une soirée peut paraître bizarre. Assieds-toi, ma chérie. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. J'avais préparé cette conversation comme un interrogatoire délicat. Clara était innocente dans cette histoire, mais elle était aussi manipulée depuis des mois. Il fallait que je lui révèle la vérité sans la détruire. Clara, avant tout, je veux que tu saches que rien de ce qui va suivre n'est ta faute. Tu as été victime des mensonges de ton père autant que moi. Son visage s'est assombri instantanément. Il s'est passé quoi, papy? Ton père m'a menti, pas sur des petites choses, ma chérie, sur tout. Depuis 3 mois, il tentait de me faire passer pour sénile pour obtenir ma mise sous tutelle et voler mon héritage. Clara a écarquillé les yeux. Mais, papa s'inquiète pour ta santé. Il dit que tu as des trous de mémoire. Je n'ai aucun trou de mémoire, Clara. J'ai joué la comédie du vieil homme confus pour découvrir jusqu'où ton père était prêt à aller.
J'ai sorti mon téléphone et lui ai fait écouter le premier enregistrement. Celui où Sébastien parlait de placer le bonhomme dans le premier EHPAD venu. Clara a pâli en entendant la voix de son père. Ce n'est pas possible. Papa ne peut pas dire ça. Il l'a dit, ma chérie, et bien pire encore. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai tout expliqué à Clara. Les fausses factures d'impôts, le médecin corrompu, le plan d'internement, les 180 000 € de dettes de jeu. Chaque révélation était un coup de massue pour ma petite fille. Des dettes de jeu? Mais papa ne joue jamais. Si, Clara. Il a une addiction grave aux paris en ligne. C'est pour ça qu'il était si désespéré de mettre la main sur mon argent. J'ai montré à Clara les photos que j'avais prises, les documents falsifiés, les preuves de la corruption du docteur Moreau. Ma petite fille découvrait que son père était devenu un escroc. Et la montre de arrière-grand-père, celle que tu cherchais partout, ton père l'a vendue pour 6 000 € à un receleur. Clara s'est effondrée. Elle a fondu en larmes, la tête entre ses mains. Tout son monde s'écroulait. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt, papy? Parce que j'avais besoin de preuves, et parce que j'espérais me tromper sur ton père. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé. Clara, il faut que tu saches autre chose. Ton père est parti. Parti où? À l'étranger, pour longtemps, peut-être pour toujours. J'ai expliqué à Clara le marché que j'avais proposé à Sébastien. Prison ou exil. Elle a compris que son père avait choisi de fuir plutôt que d'affronter la justice. Il ne reviendra jamais. Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être qu'un jour, s'il guérit de son addiction, s'il devient quelqu'un d'honnête. Clara a pleuré pendant 20 minutes. Je la tenais dans mes bras comme quand elle était petite et qu'elle avait fait un cauchemar. Sauf que cette fois, le cauchemar était réel. Papy, j'ai peur. Comment je vais faire sans papa? Tu ne seras jamais seule, Clara. Tu as ton appartement d'étudiante, tes cours au conservatoire, et tu m'as moi. Je serai toujours là pour toi. C'était une promesse solennelle. Clara était tout ce qui me restait comme famille, et j'étais déterminé à la protéger. Et financièrement, papa payait une partie de mes études. Ne t'inquiète pas pour ça. Le compte joint reste ouvert, et j'augmenterai la somme si nécessaire. Tes études de musique sont ma priorité. Clara a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges, mais elle avait retrouvé un peu de couleur. Papy, tu crois que papa m'aime vraiment? Cette question m'a brisé le cœur. Comment expliquer à une fille de 19 ans que son père l'aime probablement, mais qu'il est devenu incapable d'aimer sainement à cause de son addiction? Je pense qu'il t'aime, ma chérie, mais il est malade. L'addiction au jeu, c'est une maladie qui rend égoïste, menteur, capable du pire. Ton père n'est plus lui-même depuis longtemps. Il m'a écrit une lettre, a murmuré Clara en sortant une enveloppe de son sac. J'ai reconnu l'écriture de Sébastien. Il avait respecté ma 3e condition. Tu veux que je la lise avec toi? Clara a hoché la tête. Nous avons ouvert l'enveloppe ensemble. Ma chère Clara, quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Ton grand-père t'a sûrement tout expliqué. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai tenté d'escroquer Papy André. Oui, j'ai des dettes énormes à cause du jeu en ligne. Je sais que tu me détestes maintenant, et tu as raison. Je me déteste aussi. L'homme que je suis devenu n'est pas celui que je voulais être pour toi. Tout a commencé il y a 3 ans, avec un pari anodin sur un match de foot. Puis, ça a dégénéré. Plus je perdais, plus je rejouais pour récupérer mes pertes. Un cercle vicieux dont je n'arrivais plus à sortir. Je ne cherche pas d'excuses. J'aurais pu demander de l'aide, me faire soigner, avouer mes problèmes. Au lieu de ça, j'ai préféré mentir et voler mon propre père. Tu n'es en rien responsable de mes erreurs. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, et j'ai tout gâché. Papy André est un homme formidable. Il t'aime plus que tout au monde. Reste près de lui, fais tes études, construis-toi une belle vie. Moi, je vais essayer de me soigner quelque part où mes dettes ne me rattraperont pas. Peut-être qu'un jour, si je redeviens quelqu'un de bien, je pourrai revenir te demander pardon. Je t'aime, ma petite fille. N'oublie jamais ça, papa. Clara a relu la lettre 3 fois. Je voyais qu'elle était partagée entre la colère et la pitié.
Au moins, il reconnaît ses torts, j'ai commenté. Oui, mais c'est un peu facile de s'excuser par lettre en partant à l'étranger. Ma petite fille avait raison. Les excuses de Sébastien, bien que sincères, arrivaient un peu tard. Clara, il faut que tu saches autre chose. J'ai modifié mon testament. Elle m'a regardé avec surprise. Ton testament ? Tu hériteras de l'appartement et de la majorité de mes biens. Le reste ira à des œuvres caritaires. Ton père n'aura rien. Papy, je ne veux pas parler de ta mort. Il faut en parler, ma chérie. J'ai 81 ans. Ce n'est plus un tabou. Et je veux que tu saches que ton avenir est assuré. Cette conversation a duré jusqu'à minuit. Clara avait 1000 questions. Comment j'avais découvert les mensonges de Sébastien? Comment j'avais réussi à l'enregistrer? Pourquoi je ne l'avais pas dénoncé à la police? Papy, tu es sûr qu'il ne reviendra pas? Pas avant longtemps. Et seulement s'il a vraiment changé. Et s'il revient juste pour l'argent? Il n'y aura plus d'argent à voler. Tout sera protégé légalement. Le lendemain matin, j'ai appelé mon notaire pour officialiser les changements. Testament modifié, donation organisée, patrimoine sécurisé. Sébastien ne pourrait plus jamais me nuire financièrement. J'ai aussi contacté l'association France Alzheimer. Ironie du sort, moi qui avais joué la sénilité pour confondre mon fils, j'ai décidé de léguer une partie de ma fortune à la recherche contre cette maladie. Ma défunte épouse Marguerite serait fière de ce geste. Le jeudi, jour prévu pour ma supposée mise sous tutelle, j'ai eu droit à un coup de téléphone surréaliste. C'était le tribunal qui s'inquiétait de l'absence de Sébastien au rendez-vous. « Monsieur Villard, votre fils devait vous accompagner pour votre évaluation. Il n'y aura pas d'évaluation. Je ne suis pas sénile, je n'ai besoin d'aucune tutelle et mon fils a quitté le territoire français. » La greffière était abasourdie. Mais le certificat médical du docteur Moreau. Le docteur Moreau est un faussaire. J'ai transmis son dossier à la police. Effectivement, Franck Dubois et le faux médecin avaient été arrêtés le mercredi matin. Mon ancien collègue m'avait tenu informé de l'opération par téléphone. André, on a trouvé une quinzaine de certificats de vulnérabilité pré-signés dans le bureau de Moreau. Ce salaud organisait des mises sous tutelle fictives à la chaîne. Justice était rendue. Le réseau d'escrocs était démantelé. Les semaines suivantes ont été étranges. D'un côté, j'étais soulagé d'avoir récupéré ma tranquillité. Plus de visites hypocrites, plus de fausses urgences, plus de comédie du vieillard sénile. Je pouvais enfin vivre normalement. De l'autre côté, l'absence de Sébastien créait un vide. Malgré tout ce qu'il m'avait fait subir, c'était mon fils. 52 ans de souvenirs ne s'effacent pas d'un coup de baguette magique. Clara venait me voir tous les dimanches comme prévu. Elle avait repris ses cours au conservatoire avec enthousiasme. Parfois, elle me parlait de son père avec nostalgie. « Tu te souviens, papy, quand papa m'emmenait au cirque? Il connaissait tous les numéros par cœur. »« Oui, ma chérie, ton père a eu de beaux moments. L'addiction a détruit cette partie de lui, mais elle a existé. Ces conversations nous aidaient tous les deux à faire le deuil du Sébastien d'avant. Celui qui était un bon père avant de devenir un escroc. Au mois de mars, j'ai reçu une carte postale du Maroc. Pas de signature, juste une photo de Marrakech et 3 mots. Je vais mieux. L'écriture était celle de Sébastien. J'ai montré la carte à Clara. Elle l'a regardée longuement. Tu crois qu'il dit la vérité? Je ne sais pas. Mais c'est déjà bien qu'il donne de ses nouvelles. En avril, Clara m'a annoncé qu'elle avait un petit ami. Antoine, 21 ans, étudiant en médecine. Un garçon sérieux qui l'accompagnait parfois le dimanche. « Papy, Antoine aimerait te poser des questions sur ton métier de policier. Il écrit un mémoire sur la criminologie. » J'ai accepté avec plaisir. Raconter mes enquêtes à ce jeune homme passionné m'a redonné le goût de transmettre. Antoine m'écoutait avec la même fascination que Clara enfant quand je lui racontais mes histoires de commissaire. En mai, nouvelle carte postale. Cette fois, de Casablanca. J'ai trouvé du travail. Merci pour la seconde chance. Toujours pas de signature, mais le message était plus optimiste. Clara commençait à espérer. Tu crois qu'il pourra revenir un jour? Peut-être. Mais il faudra qu'il prouve qu'il a vraiment changé.
Des années de preuves, pas juste des cartes postales. En juin, Clara a donné son premier concert public au conservatoire. Elle jouait du piano, une sonate de Chopin que sa grand-mère Marguerite adorait. J'étais au premier rang, plus fier que si elle avait décroché un diplôme de médecine. Après le concert, Clara m'a présenté à ses professeurs, ses amis. Voici mon grand-père, André Villard. Il était commissaire de police. J'ai vu dans ses yeux qu'elle était fière de moi. Cette fierté valait tous les trésors du monde. L'été a été paisible. Clara et Antoine sont venus passer quelques jours chez moi en juillet. Nous avons visité les musées parisiens, flâné dans les jardins du Luxembourg, dîné dans des petits restaurants du Marais. Antoine m'a confié qu'il admirait la façon dont j'avais géré l'affaire Sébastien. « Monsieur Villard, vous auriez pu le faire emprisonner. Pourquoi avez-vous choisi la clémence ? Parce que la justice, ce n'est pas toujours la vengeance. Parfois, c'est donner une chance de rédemption. » Cette réflexion m'avait demandé des mois de maturation. Oui, j'aurais pu détruire Sébastien. Mais qu'est-ce que j'y aurais gagné? Un fils en prison, une petite fille traumatisée, et l'amertume de la revanche. En septembre, événement inattendu. J'ai reçu un colis du Maroc. À l'intérieur, la montre de mon père, celle que Sébastien avait vendue au receleur. Avec un mot, récupérée et restaurée, elle fonctionne parfaitement. J'ai fondu en larmes en tenant cette montre. Mon père me l'avait offerte pour mes 30 ans. Elle avait traversé ma carrière de policier, mon mariage avec Marguerite, la naissance de Sébastien. La voir revenir était un symbole de réconciliation. Clara était émue aux larmes, elle aussi. Papa a vraiment récupéré la montre. On dirait bien qu'il tient ses promesses. En octobre, coup de théâtre, Clara a reçu un appel de Sébastien. La première conversation directe depuis son départ. « Papa, tu vas bien? Tu me manques tellement. » J'ai écouté Clara parler à son père pendant 1 heure. Elle pleurait de joie d'entendre sa voix. Sébastien lui a expliqué qu'il travaillait comme guide touristique à Marrakech, qu'il suivait une thérapie pour son addiction au jeu, qu'il avait rencontré une femme marocaine qui l'aidait à se reconstruire. « Et papy André? Il accepterait de me parler ?» Clara m'a tendu le téléphone. Mon cœur battait à 100 à l'heure. « Bonjour papa. Bonjour Sébastien. » Nos voix étaient prudentes, chargées d'émotions contenues. « Papa, je voulais te dire merci pour la seconde chance, pour ne pas m'avoir envoyé en prison. Comment tu vas, Sébastien? » Mieux, beaucoup mieux. J'ai arrêté de jouer depuis 8 mois. Je suis soins-thérapie, j'ai un travail honnête. Et j'ai enfin compris le mal que j'avais fait. Cette conversation a duré 10 minutes, courte mais intense. Sébastien m'a promis de continuer ses efforts, de prouver qu'il méritait ma confiance. Un jour, quand tu jugeras que c'est le bon moment, j'aimerais revenir vous voir. On verra, Sébastien. Le temps nous dira si tu as vraiment changé. Après avoir raccroché, Clara et moi sommes restés silencieux un long moment. Il avait l'air différent, a fini par dire Clara. Oui, plus humble. Moins arrogant. Tu crois qu'il pourra revenir un jour? S'il continue dans cette voie, peut-être, mais il devra mériter son pardon jour après jour. En décembre, pour l'anniversaire des 1 an de notre confrontation, j'ai reçu un paquet volumineux, une statuette artisanale berbère et une longue lettre de Sébastien. « Papa, il y a 1 an tu m'as sauvé la vie. En me forçant à partir, tu m'as obligé à affronter mes démons. Ici, à Marrakech, j'ai rencontré Fatima. Elle tient une maison d'hôtes et m'a donné du travail. Grâce à elle, j'ai découvert une autre façon de vivre. J'ai rejoint un groupe de parole pour joueurs compulsifs. Écouter les témoignages d'autres hommes détruits par cette addiction m'a ouvert les yeux. Je n'étais pas seul, mais j'étais responsable. J'ai aussi commencé à rembourser mes dettes. Pas toutes, il faudra des années. Mais j'envoie 500 € par mois aux créanciers les plus pressants. C'est symbolique, mais c'est un début. Papa, je sais que j'ai perdu ta confiance, et c'est normal. Je sais aussi que Clara souffre de mon absence. Mais je préfère être loin et honnête que proche et menteur. Si tu le permets, j'aimerais revenir passer Noël prochain avec vous. Pas pour rester, juste pour vous prouver que je suis redevenu quelqu'un de bien. Ton fils qui t'aime, Sébastien.
Cette lettre était différente des cartes postales précédentes. Plus mûre, plus responsable. Sébastien ne promettait plus de miracles, il proposait des preuves concrètes. J'ai montré la lettre à Clara le dimanche suivant. Elle l'a lue 3 fois. « Qu'est-ce que tu en penses, papy ? Je pense qu'il faut lui laisser une chance. Noël prochain, pourquoi pas ? Tu lui fais confiance ? Pas encore, mais j'ai envie d'y croire. » Aujourd'hui, 1 an et demi après notre confrontation, je peux dire que la justice a été rendue. Pas de façon spectaculaire, pas avec des condamnations et des sanctions, mais de façon humaine. Sébastien paie pour ses erreurs par l'exil et l'effort de reconstruction. Clara a grandi et mûri à travers cette épreuve. Moi, j'ai prouvé qu'à 81 ans, on peut encore se défendre et protéger sa dignité. Mon appartement du 16e résonne toujours des visites dominicales de Clara et Antoine. Mes économies sont protégées, mes souvenirs préservés, ma liberté intacte. Parfois, je repense à cette soirée de décembre où j'ai posé mon téléphone sur la table pour confondre Sébastien. C'était le moment où le vieux commissaire André Villard avait repris du service pour défendre ses droits. La leçon de cette histoire, que l'âge n'est pas une faiblesse si on garde sa lucidité et sa détermination. Que la famille peut parfois être notre pire ennemi, mais aussi notre plus belle victoire quand on arrive à la sauver. Clara me demande souvent si je regrette d'avoir été si dur avec Sébastien. Ma réponse est toujours la même. Non, j'ai été ferme, mais juste. J'ai puni, mais j'ai aussi laissé une porte ouverte à la rédemption. Dans 6 mois, si Sébastien tient ses promesses, il reviendra pour Noël. Ce sera notre test final. S'il a vraiment changé, nous pourrons reconstruire une relation père-fils sur de nouvelles bases. S'il n'a pas changé, je serai prêt. Le commissaire André Villard veille toujours. Et vous ? Que pensez-vous de cette histoire ? Ai-je eu raison de choisir la clémence plutôt que la prison ? Auriez-vous agi différemment à ma place ? La justice que j'ai appliquée était-elle suffisante pour ce qu'il avait fait ? Ou aurais-je dû être plus sévère ? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vos avis comptent pour moi. Laissez-moi vos réflexions dans les commentaires. L'histoire d'une famille brisée puis reconstruite nous concerne tous, d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, je dors en paix. Ma dignité est intacte, ma fortune protégée, et l'avenir de Clara assuré. Parfois, c'est ça, la vraie victoire. Non pas écraser son ennemi, mais lui donner une chance de redevenir humain. Bonne nuit, et prenez soin de vos proches. Même quand ils nous déçoivent, l'amour familial reste notre plus grand trésor.